Alfred de Vigny, Servitude et grandeur militaire, La veillée de Vincennes, chapitre 1, Les scrupules d'honneur d'un soldat. Un soir de l'été de 1819, je me promenais à Vincennes dans l'intérieur de la forteresse où j'étais en garnison avec Timoléon d'Arc, lieutenant de la garde comme moi. Nous avions fait, selon l'habitude, la promenade au polygone, assisté à l'étude du tir à ricochet, écouté et raconté paisiblement les histoires de guerre, discuté sur l'école polytechnique, sur sa formation, son utilité, ses défauts, et sur les hommes au teint jaune qu'avait fait pousser ce terroir géométrique. La couleur pâle de l'école, Timoléon l'avait aussi sur le front. Ceux qui l'ont connu se rappelleront, comme moi, sa figure régulière et un peu amaigrie, ses grands yeux noirs et les sourcils arqués qui les couvraient, et le sérieux si doux et rarement troublé de son visage spartiate. Il était fort préoccupé ce soir-là de notre conversation très longue sur le système des probabilités de Laplace. Je me souviens qu'il tenait sous le bras ce livre que nous avions en grande estime et dont il était souvent tourmenté. La nuit tombait, ou plutôt s'épanouissait, une belle nuit d'août. Je regardais avec plaisir la chapelle construite par Saint Louis et cette couronne de tours moussues et à demi ruinées qui servait alors de parure à Vincennes. Le donjon s'élevait au-dessus d'elle comme un roi au milieu de ses gardes. Les petits croissants de la chapelle brillaient parmi les premières étoiles au bout de leurs longues flèches. L'odeur fraîche et suave du bois nous parvenait par-dessus les remparts, et il n'y avait pas jusqu'au gazon des batteries qui n'exhala une haleine de soir d'été. Nous nous assîmes sur un grand canon de Louis XIV et nous regardâmes en silence quelques jeunes soldats qui essayaient leur force en soulevant tour à tour une bombe au bout des bras, tandis que les autres rentraient lentement et passaient le pont-levis 2 par 2 ou 4 par 4 avec toute la paresse du désœuvrement militaire. Les cours étaient remplis de caissons de l'artillerie ouverts et chargés de poudre, préparés pour la revue du lendemain. À notre côté, près de la porte du bois, un vieil adjudant d'artillerie ouvrait et refermait, souvent avec inquiétude, la porte très légère d'une petite cour, poudrière et arsenal, appartenant à l'artillerie à pied et remplie de barils de poudre, d'armes et de munitions de guerre. Il nous salua en passant. C'était un homme d'une taille élevée mais un peu voûté. Ses cheveux étaient rares et blancs, sa moustache blanche et épaisse, son air ouvert, robuste et frais encore, heureux, doux et sage. Il tenait 3 grands registres à la main et vérifiait de longues colonnes de chiffres. Nous lui demandâmes pourquoi il travaillait si tard contre sa coutume. Il nous répondit, avec le ton de respect et de calme des vieux soldats, que c'était le lendemain un jour d'inspection générale à 5 heures du matin, qu'il était responsable des poudres et qu'il ne cessait de les examiner et de recommencer 20 fois ses comptes pour être à l'abri du plus léger reproche de négligence, qu'il avait voulu aussi profiter des dernières lueurs du jour, parce que la consigne était sévère et défendait d'entrer la nuit dans la poudrière avec un flambeau ou même une lanterne sourde, et qu'il était désolé de n'avoir pas eu le temps de tout voir et qu'il lui restait encore quelques obus à examiner, qu'il voudrait bien pouvoir revenir dans la nuit. Et il regardait avec un peu d'impatience le grenadier que l'on posait en faction à la porte et qui devait l'empêcher d'y rentrer. Après nous avoir donné ces détails, il se mit à genoux et regarda sous la porte s'il n'y restait pas une traînée de poudre. Il craignait que les éperons ou les fers des bottes des officiers ne vinssent à y mettre feu le lendemain. « Ce n'est pas cela qui m'occupe le plus, dit-il en se relevant, mais ce sont mes registres. » Et il le regardait avec regret. « Vous êtes trop scrupuleux, dit Timoléon. Oh, mon lieutenant, quand on est dans la garde, on ne peut pas trop l'être sur son honneur. »
Un de nos maréchaux des logis s'est brûlé la cervelle lundi dernier pour avoir été mis à la salle de police. Moi, je dois donner l'exemple aux sous-officiers. Depuis que je sers dans la garde, je n'ai pas eu un reproche de mes chefs et une punition me rendrait bien malheureux. Il est vrai que ces braves soldats, pris dans l'armée parmi l'élite de l'élite, se croyaient déshonorés par la plus légère faute. Allez, vous êtes tous les puritains de l'honneur, lui dis-je en lui frappant sur l'épaule. Il salua et se retira vers la caserne où était son logement. Puis, avec une innocence de mœurs particulière à l'honnête race des soldats, il revint, portant du chènevis dans le creux de ses mains, à une poule qui élevait ses 12 poussins sous le vieux canon de bronze où nous étions assis. Oh, c'était bien la plus charmante poule que j'aie connue de ma vie. Elle était toute blanche, sans une seule tache. Et ce brave homme, avec ses gros doigts mutilés à Marengo et Austerlitz, lui avait collé sur la tête une petite aigrette rouge et sur la poitrine un petit collier d'argent avec une plaque à son chiffre. La bonne poule en était fière et reconnaissante à la fois. Elle savait que les sentinelles la faisaient toujours respecter, et elle n'avait peur de personne, pas même d'un petit cochon de lait et d'une chouette qu'on avait logée auprès d'elle sous le canon voisin. La belle poule faisait le bonheur des canonniers. Elle recevait de nous tous des miettes de pain et de sucre tant que nous étions en uniforme. Mais elle avait horreur de l'habit bourgeois, et ne nous reconnaissant plus sous ce déguisement, elle s'enfuyait avec sa famille sous le canon de Louis XIV. Magnifique canon sur lequel était gravé l'éternel soleil avec son nec pluribus impar et l'ultima ratio regum. Et il logeait une poule là-dessous. Le bon adjudant nous parla d'elle en fort bons termes. Elle fournissait des œufs à lui et à sa fille avec une générosité sans pareille. Et il l'aimait tant qu'il n'avait pas eu le courage de tuer un seul de ses poulets, de peur de l'affliger. Comme il racontait ses bonnes mœurs, les tambours et les trompettes battirent et sonnèrent à la fois l'appel du soir. On allait lever les ponts et les concierges en faisaient résonner les chaînes. Nous n'étions pas de service et nous sortîmes par la porte du bois. Timoléon, qui n'avait cessé de faire des angles sur le sable avec le bout de son épée, s'était levé du canot en regrettant ses triangles, comme moi, je regrettais ma poule blanche et mon adjudant. Nous tournâmes à gauche en suivant les remparts. Et passant ainsi devant le tertre de gazon élevé au duc d'Enghien, sur son corps fusillé et sa tête écrasée par un pavé, nous côtoyâmes les fossés en y regardant le petit chemin blanc qu'il avait pris pour arriver à cette fosse. Il y a deux sortes d'hommes qui peuvent très bien se promener ensemble 5 heures de suite sans se parler. Ce sont les prisonniers et les officiers. Condamnés à se voir toujours, quand ils sont tous réunis, chacun est seul. Nous allions en silence, les bras derrière le dos. Je remarquai que Timoléon tournait et retournait sans cesse une lettre au clair de la lune. C'était une petite lettre de forme longue. J'en connaissais la figure et l'auteur féminin, et j'étais accoutumé à le voir rêver tout un jour sur cette petite écriture fine et élégante. Aussi, nous étions arrivés au village, en face du château. Nous avions monté l'escalier de notre petite maison blanche. Nous allions nous séparer sur le carré de nos appartements voisins, que je n'avais pas dit une parole. Là seulement, il me dit tout à coup « Ah, elle veut absolument que je donne ma démission. Qu'en pensez-vous » ? Oh, je pense, dis-je, qu'elle est belle comme un ange, parce que je l'ai vue. Je pense que vous l'aimez comme un fou, parce que je vous vois depuis 2 ans tel que ce soir. Je pense que vous avez une assez belle fortune, à en juger par vos chevaux et votre train. Je pense que vous avez fait assez vos preuves pour vous retirer, et qu'en temps de paix, ce n'est pas un grand sacrifice. Mais je pense aussi à une seule chose.
Laquelle dit-il en souriant assez amèrement, parce qu'il devinait. C'est qu'elle est mariée, dis-je plus gravement. Vous le savez mieux que moi, mon pauvre ami. C'est vrai, dit-il, pas d'avenir. Et le service sert à vous faire oublier cela quelquefois, ajoutai-je. Peut-être, dit-il, mais il n'est pas probable que mon étoile change à l'armée. Remarquez dans ma vie que jamais je n'ai rien fait de bien qui ne restât inconnu ou mal interprété. Mais vous liriez la place toutes les nuits, dis-je, que vous ne trouveriez pas de remède à cela. Et je m'enfermai chez moi pour écrire un poème sur le masque de fer, poème que j'appelais La prison. Chapitre 2 sur l'amour du danger. L'isolement ne saurait être trop complet pour les hommes que je ne sais quel démon poursuit par les illusions de poésie. Le silence était profond et l'ombre épaisse sur les tours du vieux Vincennes. La garnison dormait depuis 9 heures du soir. Tous les feux s'étaient éteints à 6 heures par ordre des tambours. On n'entendait que la voix des sentinelles placées sur le rempart et s'envoyant et répétant l'une après l'autre leurs cris longs et mélancoliques. « Sentinelles, prenez garde à vous !» Les corbeaux des tours répondaient plus tristement encore et, ne s'y croyant plus en sûreté, s'envolaient plus haut jusqu'au donjon. Rien ne pouvait plus me troubler, et pourtant quelque chose me troublait, qui n'était ni bruit ni lumière. Je voulais et je ne pouvais pas écrire. Je sentais quelque chose dans ma pensée comme une tache dans une émeraude. C'était l'idée que quelqu'un auprès de moi veillait aussi, et veillait sans consolation, profondément tourmenté. Cela me gênait. J'étais sûr qu'il avait besoin de se confier, et j'avais vu brusquement sa confidence par désir de me livrer à mes idées favorites. Mais j'en étais puni maintenant par le trouble de ses idées mêmes. Elles ne volaient pas librement et largement, et il me semblait que leurs ailes étaient appesanties, mouillées peut-être par une larme secrète d'un ami délaissé. Je me levai de mon fauteuil, j'ouvris la fenêtre et je me mis à respirer l'air embaumé de la nuit. Une odeur de forêt venait à moi par-dessus les murs, un peu mélangée d'une faible odeur de poudre. Cela me rappela ce volcan sur lequel vivaient et dormaient 3000 hommes dans une sécurité parfaite. J'aperçus sur la grande baraque du fort, séparée du village par un chemin de 40 pas tout au plus, une lueur projetée par la lampe de mon jeune voisin. Son ombre passait et repassait sur la muraille, et je vis à ses épaulettes qu'il n'avait pas même songé à se coucher. Il était minuit. Je sortis brusquement de ma chambre et j'entrai chez lui. Il ne fut nullement étonné de me voir, et dit tout de suite que s'il était encore debout, c'était pour finir une lecture de Xénophon qui l'intéressait fort. Mais comme il n'y avait pas un seul livre ouvert dans sa chambre, et qu'il tenait encore à la main son petit billet de femme, je ne fus pas sa dupe. Mais j'en eus l'air. Nous nous mîmes à la fenêtre, et je lui dis, essayant d'approcher mes idées des siennes. Je travaillais aussi de mon côté, et je cherchais à me rendre compte de cette sorte d'aimant qu'il y a pour nous dans l'acier d'une épée. C'est une attraction irrésistible qui nous retient au service malgré nous, et fait que nous attendons toujours un événement ou une guerre. Je ne sais pas, et je venais vous en parler, s'il ne serait pas vrai de dire et d'écrire qu'il y a dans les armées une passion qui leur est particulière et qui leur donne la vie. Une passion qui ne tient ni de l'amour de la gloire ni de l'ambition. C'est une sorte de combat corps à corps contre la destinée, une lutte qui est la sourde de 1000 voluptés inconnues au reste des hommes, et dont les triomphes intérieurs sont remplis de magnificence. Enfin, c'est l'amour du danger. « »« « »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »«
Et je poursuivis. Mais que serait-ce donc qui soutiendrait le marin sur la mer, qui le consolerait dans cet ennui d'un homme qui ne voit que des hommes? Il part et dit adieu à la terre, adieu au sourire des femmes, adieu à leur amour, adieu aux amitiés choisies, aux tendres habitudes de la vie, adieu aux bons vieux parents, adieu à sa belle nature des campagnes, aux arbres, aux gazons, aux fleurs qui sentent bon, aux rochers sombres, aux bois mélancoliques, pleins d'animaux silencieux et sauvages. Adieu aux grandes villes, au travail perpétuel des arts, à l'agitation sublime de toutes les pensées dans l'obscurité de la vie, aux relations élégantes, mystérieuses et passionnées du monde. Il dit adieu à tout et part. Il va trouver 3 ennemis, l'eau, l'air et l'homme. Et toutes les minutes de sa vie vont en avoir un à combattre. Cette magnifique inquiétude le délivre de l'ennui. Il vit dans une perpétuelle victoire. C'en est une que de passer seulement sur l'océan et de ne pas s'engloutir en sombrant. C'en est une que d'aller où il veut et de s'enfoncer dans les bras du vent contraire. C'en est une que de courir devant l'orage et de s'en faire suivre comme d'un valet. C'en est une que d'y dormir et d'y établir son cabinet d'études. Il se couche avec le sentiment de sa royauté sur le dos de l'océan, comme saint Jérôme sur son lion, et jouit de la solitude qui est aussi son épouse. C'est grand, dit Timoléon, et je remarquai qu'il posait la lettre sur la table. Et c'est l'amour du danger qui le nourrit, qui fait que jamais il n'est un moment désœuvré, qui se sent en lutte et qu'il a un but. C'est la lutte qu'il nous faut toujours. Si nous étions en campagne, vous ne souffririez pas tant. Qui sait, dit-il. Vous êtes aussi heureux que vous pouvez l'être. Vous ne pouvez pas avancer dans votre bonheur. Ce bonheur-là est une impasse véritable. Trop vrai, oui, trop vrai, l'entendis-je murmurer. Vous ne pouvez pas empêcher qu'elle n'ait un jeune mari et un enfant, et vous ne pouvez pas conquérir plus de liberté que vous en avez. Voilà votre supplice, à vous. Il me serra la main. Mais toujours mentir, dit-il. Mais croyez-vous que nous ayons la guerre? Non, je n'en crois pas un mot, répondis-je. Oh, si je pouvais seulement savoir si elle est au bal ce soir, je lui avais bien défendu d'y aller. Ah, je me serais bien aperçu sans ce que vous me dites là qu'il est minuit, lui dis-je. Vous n'avez pas besoin d'Austerlitz, mon ami, vous êtes assez occupé. Vous pouvez dissimuler et mentir encore pendant plusieurs années. Allez, bonsoir. Chapitre 3. Le concert de famille. Comme j'allais me retirer, je m'arrêtai, la main sur la clé de sa porte, écoutant avec étonnement une musique assez rapprochée et venue du château même. Entendue de la fenêtre, elle nous sembla formée de 2 voix d'hommes, d'une voix de femme et d'un piano. C'était pour moi une douce surprise à cette heure de la nuit. Je proposai à mon camarade de l'aller écouter de plus près. Le petit pont-levis, parallèle au grand et destiné à laisser passer le gouverneur et les officiers pendant une partie de la nuit, était ouvert encore. Nous rentrâmes dans le fort et, en rôdant par les cours, nous fûmes guidés par le son jusque sous les fenêtres ouvertes que je reconnus pour celles d'un bon vieux adjudant d'artillerie. Ces grandes fenêtres étaient au rez-de-chaussée et, nous arrêtant en face, nous découvrîmes jusqu'au fond de l'appartement la simple famille de cet honnête soldat. Il y avait, au fond de la chambre, un petit piano de bois d'acajou garni de vieux ornements de cuivre. L'adjudant, tout âgé et tout modeste qui nous avait paru d'abord, était assis devant le clavier et jouait une suite d'accords, d'accompagnements et de modulations simples, mais harmonieusement unies entre elles. Il tenait les yeux élevés au ciel et n'avait point de musique devant lui. Sa bouche était entr'ouverte avec délice sous l'épaisseur de ses longues moustaches blanches.
Sa fille, debout à sa droite, allait chanter ou venait de s'interrompre, car elle regardait avec inquiétude, la bouche entr'ouverte encore, comme lui. À sa gauche, un jeune sous-officier d'artillerie légère de la garde, vêtu de l'uniforme sévère de ce beau corps, regardait cette jeune personne comme s'il n'eût pas cessé de l'écouter. Rien de si calme que leur pose, rien de si décent que leur maintien, rien de si heureux que leur visage. Le rayon qui tombait d'en haut sur ces trois fronts n'y éclairait pas une expression soucieuse, et le doigt de Dieu n'y avait écrit que bonté, amour et pudeur. Le froissement de nos épées sur le mur les avertit que nous étions là. Le brave homme nous vit, et son front chauve en rougit de surprise, et je pense aussi de satisfaction. Il se leva avec empressement, et prenant un des trois chandeliers qui l'éclairaient, vint nous ouvrir et nous fit asseoir. Nous le priâmes de continuer son concert de famille. Et avec une simplicité noble, sans s'excuser et sans demander d'indulgence, il dit à ses enfants « Où en étions-nous » Et les trois voix s'élevèrent en chœur avec une indicible harmonie. Timoléon écoutait et restait sans mouvement. Pour moi, cachant ma tête et mes yeux, je me mis à rêver avec un attendrissement qui, je ne sais pourquoi, était douloureux. Ce qu'il chantait emportait mon âme dans des régions de larmes et de mélancolique félicité, et poursuivi peut-être par l'importune idée de mes travaux du soir, je changeais en mobiles images les mobiles modulations des voix. Ce qu'il chantait était une de ces chœurs écossais, une de ces anciennes mélodies des bardes que chante encore l'écho sonore des orcades. Pour moi, ce chœur mélancolique s'élevait lentement et s'évaporait tout à coup, comme les brouillards des montagnes d'Ossian. Ces brouillards qui se forment sur l'écume mousseuse des torrents de l'Arvenne s'épaississent lentement et semblent se gonfler et se grossir en montant d'une foule innombrable de fantômes tourmentés et tordus par les vents. Ce sont des guerriers qui rêvent toujours, le casque appuyé sur la main, et dont les larmes et le sang tombent goutte à goutte dans les eaux noires des rochers. Ce sont des beautés pâles dont les cheveux s'allongent en arrière, comme les rayons d'une lointaine comète, et se fondent dans le sein humide de la lune. Elles passent vite, et leurs pieds s'évanouissent enveloppés dans les plis vaporeux de leur robe blanche. Elles n'ont pas d'ailes et volent. Elles volent en tenant des harpes. Elles volent les yeux baissés et la bouche entr'ouverte avec innocence. Elles jettent un cri en passant et se perdent en montant dans la douce lumière qui les appelle. Ce sont des navires aériens qui semblent se heurter contre des rives sombres et se plonger dans des flots épais. Les montagnes se penchent pour les pleurer, et les dogues noirs élèvent leurs têtes difformes et hurlent longuement en regardant le disque qui tremble au ciel, tandis que la mer secoue les colonnes blanches des orcades qui sont rangées comme les tuyaux d'un orgue immense et répandent sur l'océan une harmonie déchirante et mille fois prolongée dans la caverne où les vagues sont enfermées. Et la musique se traduisait ainsi en sombres images dans mon âme, bien jeune encore, ouverte à toutes les sympathies et comme amoureuse de ces douleurs fictives. C'était d'ailleurs revenir à la pensée de celui qui avait inventé ces chants tristes et puissants que de les sentir de la sorte. La famille heureuse éprouvait elle-même la forte émotion qu'elle donnait, et une vibration profonde faisait quelquefois trembler les trois voix. Le chant cessa, et un long silence lui succéda. La jeune personne, comme fatiguée, s'était appuyée sur l'épaule de son père. Sa taille était élevée, un peu ployée, comme par faiblesse. Elle était mince et paraissait avoir grandi trop vite, et sa poitrine un peu amaigrie en paraissait affectée. Elle baisait le front chauve, large et ridé de son père, et abandonnait sa main au jeune sous-officier qui la pressait sur ses lèvres.
Comme je me serais bien gardé, par amour-propre, d'avouer tout haut mes rêveries intérieures, je me contentais de dire froidement: oh, que le ciel accorde de longs jours et toutes sortes de bénédictions à ceux qui ont le don de traduire la musique littéralement. Pas je puis trop admirer un homme qui trouve à une symphonie le défaut d'être trop cartésienne et à une autre de pencher vers le système de Spinoza, qui se récrit sur le panthéisme d'un trio et l'utilité d'une ouverture à l'amélioration de la classe la plus nombreuse. Si j'avais le bonheur de savoir comme quoi un bémol de plus à la clé peut rendre un quatuor de flûte et de basson plus partisan du directoire que du consulat et de l'empire, je ne parlerais plus, je chanterais éternellement. Je foulerais aux pieds des mots et des phrases qui ne sont bons tout au plus que pour une centaine de départements, tandis que j'aurais le bonheur de dire mes idées fort clairement à tout l'univers avec mes 7 notes. Mais, dépourvu de cette science comme je suis, ma conversation musicale serait si bordée que mon seul parti à prendre est de vous dire, en langue vulgaire, la satisfaction que me cause surtout votre vue et le spectacle de l'accord plein de simplicité et de bonhomie qui règne dans votre famille. C'est au point que ce qui me plaît le plus dans votre petit concert, c'est le plaisir que vous y prenez. Vos âmes me semblent plus belles encore que la plus belle musique que le ciel ait jamais entendue monter à lui, de notre misérable terre, toujours gémissante. Je tendis la main avec effusion à ce bon père, et il la serra avec l'expression d'une reconnaissance grave. Ce n'était qu'un vieux soldat, mais il y avait dans son langage et ses manières je ne sais quoi de l'ancien bon ton du monde. La suite me l'expliqua. Voici, mon lieutenant, me dit-il, la vie que nous menons ici. Nous nous reposons en chantant, ma fille, moi et mon gendre futur. Il regardait en même temps ces beaux jeunes gens avec une tendresse toute rayonnante de bonheur. Voici, ajouta-t-il d'un air plus grave, en nous montrant un petit portrait, la mère de ma fille. Nous regardâmes la muraille blanchie de plâtre de la modeste chambre, et nous y vîmes en effet une miniature qui représentait la plus gracieuse, la plus fraîche petite paysanne que jamais greuse et douée de grands yeux bleus et de bouche en forme de cerise. Ce fut une bien grande dame qui eut autrefois la bonté de faire ce portrait-là, me dit l'adjudant, et c'est une histoire curieuse que celle de la dot de ma pauvre petite femme. Et à nos prières premières de raconter son mariage, il nous parla ainsi autour de 3 verres d'absinthe, verres qu'il eut choix de nous offrir préalablement et cérémonieusement. Alfred de Vigny, Servitude et grandeur militaire, Histoire de l'adjudant, Les enfants de Montreuil et le tailleur de pierre. Vous saurez, mon lieutenant, que j'ai été élevé au village de Montreuil par monsieur le curé de Montreuil lui-même. Il m'avait fait apprendre quelques notes du plein chant dans le plus heureux temps de ma vie, le temps où j'étais enfant de chœur, où j'avais de grosses joues fraîches et rebondies que tout le monde tapait en passant, une voix claire, des cheveux blonds poudrés, une blouse et des sabots. Je ne me regarde pas souvent, mais je m'imagine que je ne ressemble plus guère à cela. J'étais fait ainsi pourtant, et je pouvais me résoudre à quitter une sorte de clavecin aigre et discorde que le vieux curé avait chez lui. Je l'accordais avec assez de justesse d'oreille, et le bon père, qui autrefois avait été renommé à Notre-Dame pour chanter et enseigner le faux bourdon, me faisait apprendre un vieux solfège. Et quand il était content, il me pinçait les joues à me les prendre bleues et me disait: tiens, Mathurin, tu n'es que le fils d'un paysan et d'une paysanne, mais tu sais bien ton catéchisme et ton solfège, et que tu renonces à jouer avec le fusil rouillé de la maison, on pourra faire de toi un maître de musique. Va toujours.
Cela me donnait bon courage et je frappais de tous mes poings sur les deux pauvres claviers dont les dièses étaient presque tous muets. Il y avait des heures où j'avais la permission de me promener et de courir. Mais la récréation la plus douce était d'aller m'asseoir au bout du parc de Montreuil et de manger mon pain avec les maçons et les ouvriers qui construisaient sur l'avenue de Versailles, à 100 pas de la barrière, un petit pavillon de musique par ordre de la reine. C'était un lieu charmant que vous pourrez voir à droite de la route de Versailles en arrivant. Tout à l'extrémité du parc de Montreuil, au milieu d'une pelouse de gazon, entourée de grands arbres, si vous distinguez un pavillon qui ressemble à une mosquée et à une bonbonnière, eh bien c'est cela que j'allais regarder bâtir. Je prenais par la main une petite fille de mon âge qui s'appelait Pierrette, que monsieur le curé faisait chanter aussi parce qu'elle avait une jolie voix. Elle emportait une grande tartine que lui donnait la bonne du curé, qui était sa mère, et nous allions regarder bâtir la petite maison que faisait faire la reine pour la donner à madame. Pierrette et moi, nous avions environ 13 ans. Elle était déjà si belle qu'on l'arrêtait sur son chemin pour lui faire compliment, et que j'ai vu de belles dames descendre de carrosse pour lui parler et embrasser. Quand elle avait un fourreau rouge relevé dans ses poches et bien serré de la ceinture, on voyait bien ce que sa beauté serait un jour. Elle n'y pensait pas, et elle m'aimait comme son frère. Nous sortions toujours en nous tenant par la main depuis notre petite enfance, et cette habitude était si bien prise que de ma vie je ne lui donnais le bras. Notre coutume d'aller visiter les ouvriers nous fit faire la connaissance d'un jeune tailleur de pierre, plus âgé que nous, de 8 ou 10 ans. Il nous faisait asseoir sur un moellon ou par terre à côté de lui, et quand il avait une grande pierre à scier, Pierrette jetait de l'eau sur la scie et j'en prenais l'extrémité pour l'aider. Là aussi, ce fut mon meilleur ami dans ce monde. Il était d'un caractère très paisible, très doux, et quelquefois un peu gai, mais pas souvent. Il avait fait une petite chanson sur les pierres qu'il taillait, et sur ce qu'elles étaient plus dures que le cœur de Pierrette, et il jouait en sans façon sur ces mots de pierre, de pierrette, de pierrerie, de pierrier, de pierrot, et cela nous faisait rire tous trois. C'était un grand garçon, grandissant encore, tout pâle et dégingandé, avec de longs bras et de grandes jambes, et qui quelquefois avait l'air de ne pas penser à ce qu'il faisait. Il aimait son métier, disait-il, parce qu'il pouvait gagner sa journée en conscience, et en songer à autre chose jusqu'au coucher du soleil. Son père, architecte, s'était si bien ruiné, je ne sais comment, qu'il fallait que le fils reprît son état par le commencement, et il y était fort paisiblement résigné. Lorsqu'il taillait un gros bloc ou le sciait long, il commençait toujours une petite chanson dans laquelle il y avait toute une historiette qu'il bâtissait à mesure qu'il allait en 20 ou 30 couplets, plus ou moins. Quelquefois, il me disait de me promener devant lui avec Pierrette, et il nous faisait chanter ensemble, nous apprenant à chanter en partie. Ensuite, il s'amusait à me faire mettre à genoux devant Pierrette, la main sur son cœur, et il faisait les paroles d'une petite scène qu'il nous fallait redire après lui. Cela n'empêchait pas de bien connaître son état, car il ne fut pas un an sans devenir maître maçon. Il avait à courir avec son équerre et son marteau, à courir ma pauvre mère et deux petits frères qui venaient le regarder travailler avec nous. Et quand il voyait autour de lui tout son petit monde, cela lui donnait du courage et de la gaieté. Mais pour vous dire toute la vérité, de suite, il s'appelait Michel-Jean Sedaine. Chapitre 2. Un soupir. Hélas, dis-je, pas un poète bien à sa place. La jeune personne et le sous-officier se regardèrent, comme affligés de voir interrompre leur bon père. Mais le digne adjudant reprit la suite de son histoire, après avoir relevé de chaque côté la cravate noire qu'il portait, doublée d'une cravate blanche attachée militairement.
Chapitre 3. La Dame Rose. C'est une chose qui me paraît bien certaine, mes chers enfants, dit-il en se tournant du côté de sa fille, que le soin que la Providence a daigné prendre de composer ma vie comme elle l'a été. Dans les orages sans nombre qui l'ont agitée, je puis dire en face de toute la terre que je n'ai jamais manqué de me fier à Dieu et d'en attendre du secours, après m'être aidé de toutes mes forces. Aussi, vous dis-je, en marchant sur les flots agités, je n'ai pas mérité d'être appelé homme de peu de foi, comme le fut l'apôtre. Et comme mon pied s'enfonçait, je levai les yeux, et j'étais relevé. Ici, je regardais Timoléon. Il vaut mieux que nous, dis-je tout bas. Il poursuivit. Monsieur le curé de Montreuil m'aimait beaucoup. J'étais traité par lui avec une amitié si paternelle que j'avais oublié entièrement que j'étais né, comme il ne cessait de me le rappeler, d'un pauvre paysan et d'une pauvre paysanne, enlevés presque en même temps de la petite Vérole que je n'avais même pas vue. À 16 ans, j'étais sauvage et sot, mais je savais un peu de latin, beaucoup de musique, et dans toutes sortes de travaux de jardinage, on me trouvait assez adroit. Ma vie était fort douce et fort heureuse, parce que Pierrette était toujours là, et que je la regardais toujours en travaillant, sans lui parler beaucoup cependant. Et un jour que je taillais les branches d'un des hêtres du parc et que je lisais lié à un petit fagot, Pierrette me dit « Oh, Mathurin, j'ai peur. Voilà deux jolies dames qui viennent de vers nous par le bout de l'allée. Comment allons-nous faire ?» Je regardai, et en effet, je vis deux jeunes femmes qui marchaient vite sur les feuilles sèches et ne se donnaient pas le bras. Il y en avait une un peu plus grande que l'autre, vêtue d'une petite robe de soie rose. Elle courait presque en marchant, et l'autre, tout en l'accompagnant, marchait presque en arrière. Par instinct, je fus saisi d'effroi, comme un pauvre paysan que j'étais, et je dis à Pierrette « Sauvons-nous » Mais bon, nous n'eûmes pas le temps, et ce qui redoubla ma peur, ce fut de voir la dame Rose faire signe à Pierrette, qui devint toute rouge et n'osa pas bouger, et me prit bien vite par la main pour se raffermir. Moi, j'ôtai mon bonnet, et je m'adossai contre l'arbre, tout saisi. Quand la dame Rose fut tout à fait arrivée sur nous, elle alla droit à Pierrette, et sans façon, elle lui prit le menton pour la montrer à l'autre dame en disant « Et je vous le disais bien, c'est tout mon costume de laitière pour jeudi. Oh, la jolie petite fille que voilà. Oh, mon enfant, tu donneras tous tes habits, comme les voici aux gens qui viendront te les demander de ma part, n'est-ce pas? Je t'enverrai les miens en échange. » « Oh, madame, dit Pierrette en reculant. L'autre jeune dame se mit à sourire d'un air fin, tendre et mélancolique, dont l'expression touchante est ineffaçable pour moi. Elle s'avança, la tête penchée, et prenant doucement le bras nu de Pierrette, elle lui dit de s'approcher, et qu'il fallait que tout le monde fût la volonté de cette dame-là. « Ne va pas t'aviser de rien changer à ton costume, ma belle petite, reprit la dame Rose, en la menaçant d'une petite canne de jaune à pomme d'or qu'elle tenait à la main. Voilà un grand garçon qui sera soldat, et je vous marierai. » Elle était si belle que je me souviens de la tentation incroyable que j'eus de me mettre à genoux. Vous en rirez, et j'en ai ri souvent depuis en moi-même, mais si vous l'aviez vue, vous auriez compris ce que je dis. Elle avait l'air d'une petite fée, bien bonne. Elle parlait vite et gaiement, et en donnant une petite tape sur la joue de Pierrette, elle nous laissa là, tous les deux interdits et tout imbéciles, ne sachant que faire. Et nous vîmes les deux dames suivre l'allée du côté de Montreuil et s'enfoncer dans le parc, derrière le petit bois. Alors nous nous regardâmes, et en nous tenant toujours par la main, nous rentrâmes chez monsieur le curé. Nous disions rien, mais nous étions bien contents. Pierrette était toute rouge, et moi je baissais la tête. Il nous demanda ce que nous avions, et je lui dis, moi, d'un grand sérieux, « Monsieur le curé, je veux être soldat. » Il pensa en tomber à la renverse, celui qui m'avait appris le solfège. «
Comment, mon cher enfant, me dit-il, tu veux me quitter? Ah, mon Dieu! Pierrette, qu'est-ce qu'on lui a donc fait, qui veut être soldat? Est-ce que tu ne m'aimes plus, Mathurin? Est-ce que tu n'aimes plus Pierrette non plus? Mais qu'est-ce que nous t'avons donc fait, dis? Et que vas-tu faire de la belle éducation que je t'ai donnée? Oh, c'était bien du temps perdu, assurément. Mais réponds donc, méchant sujet, ajoutait-il en me secouant le bras. Oh, je me grattais la tête et je disais toujours en regardant mes sabots, je veux être soldat. La mère de Pierrette apporta un grand verre d'eau froide à monsieur le curé parce qu'il était devenu tout rouge et elle se mit à pleurer. Pierrette pleurait aussi et n'osait rien dire, mais elle n'était pas fâchée contre moi parce qu'elle savait bien que c'était pour l'épouser que je voulais partir. Et dans ce moment-là, deux grands laquais poudrés entrèrent avec une femme de chambre qui avait l'air d'une dame, et ils demandèrent si la petite avait préparé les hardes que la reine et madame la princesse de Lamballe lui avaient demandées. Le pauvre curé se leva si troublé qu'il ne put se tenir une minute debout, et Pierrette et sa mère tremblèrent si fort qu'ils n'osèrent pas ouvrir une cassette qu'on leur envoyait en échange du fourreau et du bas-volet, et elles allèrent à la toilette à peu près comme on va se faire fusiller. Alors seul avec moi, le curé me demanda ce qui s'était passé, et je le lui dis comme je vous l'ai conté, mais un peu plus brièvement. Et c'est pour cela que tu veux partir, mon fils, me dit-il, en me prenant les deux mains. Mais songe donc que la plus grande dame de l'Europe n'a parlé ainsi à un petit paysan comme toi que par distraction, elle ne sait seulement pas ce qu'elle t'a dit. Si on lui racontait que tu as pris cela pour un ordre ou pour un horoscope, elle dirait que tu es un grand benet et que tu peux être jardinier toute ta vie, que cela lui est égal. Ce que tu gagnes en jardinant, est-ce que tu gagnerais en enseignant la musique vocale, t'appartiendrait, mon ami. Ou mieux que ce que tu gagneras dans un régiment ne t'appartiendra pas, et tu auras mille occasions de le dépenser en plaisirs défendus par la religion et la morale. Tu perdras tous les bons principes que je t'ai donnés, et tu me forceras à rougir de toi. Tu reviendras aussi, tu reviens, avec un autre caractère que celui que tu as reçu en naissant. Tu étais doux, modeste, tranquille, tu deviendras rude, impudent et tapageur. La petite Pierrette ne se soumettra certainement pas à être la femme d'un mauvais gardement, et sa mère l'en empêcherait quand elle le voudrait. Et moi, que pourrais-je faire pour toi si tu oublies tout à fait la Providence? Tu l'oublieras, vois-tu, la Providence? Ah, je t'assure que tu finiras par là. Alors, je demeurais les yeux fixés sur mes sabots et les sourcils froncés en faisant la moue. Et je dis, en me grattant la tête, ben, c'est égal, je veux être soldat. Le bon curé dit un pas, et ouvrant la porte toute grande, il me montra le grand chemin avec tristesse. Je compris sa pantomime et je sortis. Oh, j'en aurais fait autant à sa place, assurément. Mais je le pense à présent, et ce jour-là, je ne le pensais pas. Je mis mon bonnet de coton sur l'oreille droite, je relevai le collet de ma blouse, pris mon bâton, et je m'en allais tout droit, un petit cabaret sur l'avenue de Versailles, sans dire adieu à personne. Chapitre 4. La position du premier rang. Dans ce petit cabaret, je trouvais trois braves dont les chapeaux étaient galonnés d'or, l'uniforme blanc, les revers roses, les moustaches cirées de noir, les cheveux tout poudrés à frimas et qui parlaient aussi vite que des vendeurs d'orviétans. Ces trois braves étaient d'honnêtes racoleurs. Ils me dirent que je n'avais qu'à m'asseoir à table avec eux pour avoir une idée juste du bonheur parfait que l'on goûtait éternellement dans le royal d'Auvergne. Ils me firent manger du poulet, du chevreuil et des perdreaux, boire du vin de Bordeaux et du champagne, et du café excellent. Ils me jurèrent sur leur honneur que dans le royal Auvergne, je n'en aurais jamais d'autre. Je vis bien depuis qu'ils avaient dit vrai. Ils me jurèrent aussi, car ils juraient infiniment, que l'on jouissait de la plus douce liberté dans le royal Auvergne,
que les soldats y étaient incomparablement plus heureux que les capitaines des autres corps, qu'on y jouissait d'une société fort agréable en hommes et en belles dames, et qu'on y faisait beaucoup de musique, et surtout qu'on y appréciait fort ceux qui jouaient du piano. Cette dernière circonstance me décida. Le lendemain, j'avais donc l'honneur d'être soldat au Royal Auvergne. C'était un assez beau corps, il est vrai, mais je ne voyais plus ni Pierrette, ni monsieur le curé. Je demandais du poulet à dîner, et l'on me donna à manger cet agréable mélange de pommes de terre, de mouton et de pain qui se nommait, se nomme et sans doute se nommera toujours la ratatouille. On me fit apprendre la position du soldat sans armes avec une perfection si grande que je servis de modèle depuis au destinataire qui fit les planches de l'ordonnance de 1791, ordonnance qui, vous le savez, mon lieutenant, est un chef-d'œuvre de précision. On m'apprit l'école de soldats et l'école de peloton, de manière à exécuter la charge en 12 temps, les charges précipitées, les charges à volonté, en comptant ou sans compter les mouvements, aussi parfaitement que le plus roide des caporaux du roi de Prusse, Frédéric le Grand, dont les vieux se souvenaient encore avec l'attendrissement de gens qui aiment ceux qui les battent. On me fit l'honneur de me promettre que, si je me comportais bien, je finirais par être admis dans la première compagnie de grenadiers. Et j'eus bientôt une queue poudrée qui tombait sur ma veste blanche assez noblement, mais je ne voyais plus jamais ni Pierrette ni sa mère, ni monsieur le curé de Montreuil, et je ne faisais point de musique. Un beau jour, comme j'étais consigné à la caserne même où nous voici, pour avoir fait 3 fautes dans le maniement d'armes, on me plaça dans la position des feux du premier rang, un genou sur le pavé, ayant en face de moi un soleil éblouissant et superbe, que j'étais forcé de coucher en joue, dans une immobilité parfaite, jusqu'à ce que la fatigue me fît ployer les bras à la saignée. Et j'étais encouragé à soutenir mon arme par la présence d'un honnête caporal, qui de temps en temps soulevait ma baïonnette avec sa crosse quand elle s'abaissait. Peut-être une petite punition de l'invention de M. de Saint-Germain. Il y avait 20 minutes que je m'appliquais à atteindre le plus haut degré de pétrification possible dans cette attitude lorsque je vis au bout de mon fusil la figure douce et paisible de mon bon ami Michel, tailleur de pierre. Oh, tu viens bien à propos, mon ami, lui dis-je, et tu me rendrais un grand service si tu voulais bien, sans qu'on s'en aperçût, mettre un moment ta canne sous ma baïonnette. Mes bras s'entrouvraient mieux et ta canne ne s'entrouvrait pas plus mal. Oh, Mathurin, mon ami, me dit-il, oh, tu m'as bien puni d'avoir quitté Montreuil. Tu n'as plus les conseils et les lectures du bon curé, et tu vas oublier tout à fait cette musique que tu aimais tant, et celle de la parade ne la vaudra certainement pas. C'est égal, dis-je en élevant le bout du canon de mon fusil et le dégageant de sa canne par orgueil. C'est égal, on a son idée. Mais tu ne cultiveras plus les espaliers et les belles pêches de Montreuil avec la Pierrette, qui est bien aussi fraîche qu'elle et dont la lèvre porte aussi comme elle un petit duvet. C'est égal, dis-je encore, j'ai mon idée. Tu passeras bien longtemps à genoux, à tirer sur rien, avec une pierre de bois, avant d'être seulement caporal. Ben, c'est égal, dis-je encore. Si j'avance lentement, toujours est-il vrai que j'avancerai. Tout vient à point, qui sait attendre, comme on dit, et quand je serai sergent, je serai quelque chose, et j'épouserai Pierrette. Un sergent, c'est un seigneur, et un tout seigneur, tout honneur. Michel soupira. Ah, Mathurin, Mathurin, me dit-il, tu n'es pas sage, et tu as trop d'orgueil et d'ambition, mon ami. N'aimerais-tu pas mieux être remplacé si quelqu'un payait pour toi et venir épouser ta petite Pierrette? Michel, Michel, lui dis-je, tu t'es beaucoup gâté dans le monde. Je sais pas ce que tu y fais. Tu m'as plus l'air d'y être maçon, puisqu'au lieu d'une veste, t'as un habit noir de taffetas.
Mais tu m'aurais pas dit ça dans le temps où tu répétais toujours il faut faire son sort soi-même. Moi, je ne veux pas l'épouser avec l'argent des autres et je fais moi-même mon sort, comme tu vois. D'ailleurs, c'est la reine qui m'a mis ça dans la tête. Et la reine ne peut pas se tromper en jugeant ce qui est bien à faire. Elle a dit elle-même, il sera soldat, et je les marierai. Elle n'a pas dit, il reviendra après avoir été soldat. Mais, me dit Michel, si par hasard la reine te voulait donner de quoi l'épouser, le prendrais-tu? Non, Michel ne prendrait pas son argent, si par impossible elle le voulait. Et si Pierrette gagnait elle-même sa dot, reprit-il. Ah oui, Michel, je l'épouserai tout de suite, dis-je. Ce bon garçon avait l'air tout attendri. Eh bien, reprit-il, je dirai cela à la reine. Est-ce que tu es fou, lui dis-je, ou domestique dans sa maison? Non, ni l'un ni l'autre, Mathurin, quoique je ne taille plus la pierre. Que tailles-tu donc, disais-je. Je taille des pièces, du papier et des plumes. Bah, dis-je, est-il possible? Oui, mon enfant, je fais de petites pièces toutes simples et bien aisées à comprendre. Je te ferai voir tout ça. En effet, dit Timoléon en interrompant l'adjudant, les ouvrages de ce bon Sedaine ne sont pas construits sur des questions bien difficiles. On n'y trouve aucune synthèse sur le fini et l'infini, sur les causes finales, l'association des idées et l'identité personnelle. On n'y tue pas des rois et des reines par le poison ou l'échafaud. Ça ne s'appelle pas de noms sonores environnés de leur traduction philosophique, mais ça se nomme Blaise, l'agneau perdu, le déserteur, ou bien le jardinier, son seigneur, la gageure imprévue. Ce sont des gens tout simples, qui parlent vrai, mais qui sont philosophes sans le savoir, comme Sedaine lui-même, que je trouve plus grand qu'on ne l'a fait. Je ne répondis pas. L'adjudant reprit. Eh ben, tant mieux, dis-je, j'aime autant te voir travailler ça que tes pierres de taille. Ah, ce que je bâtissais valait mieux que ce que je construis à présent. Ça ne passait pas de mode et ça restait plus longtemps debout. Mais en tombant, ça pouvait écraser quelqu'un, au lieu qu'à présent, quand ça tombe, ça n'écrase personne. C'est égal, je suis toujours bien aise, dis-je, c'est-à-dire hors et je dis. Car le caporal vint donner un si terrible coup de crosse dans la canne de mon vieil ami Michel, qu'il l'envoya là-bas, tenez là-bas, près de la poudrière. En même temps, il ordonna 6 jours de salle de police pour le factionnaire qui avait laissé entrer un bourgeois. Sedaine comprit bien qu'il fallait s'en aller. Il ramassa paisiblement sa canne, et en sortant du côté du bois, il me dit « Je t'assure, Martin, Mathurin, que je donnerai tout ceci à la reine. » Chapitre 5. Une séance. Ma petite Pierrette était une belle petite fille, d'un caractère décidé, calme et honnête. Elle ne se déconcertait pas trop facilement, et depuis qu'elle avait parlé à la reine, elle ne se laissait plus aisément faire la leçon. Elle savait bien dire à monsieur le curé et à sa bonne qu'elle voulait épouser Mathurin, et elle se levait la nuit pour travailler à son trousseau, tout comme s'il n'avait pas été mis à la porte pour longtemps, sinon pour toute ma vie. Un jour, c'était le lundi de Pâques, elle s'en était toujours souvenue, la pauvre Pierrette, elle me l'a raconté souvent. Un jour donc, elle était assise devant la porte de monsieur le curé, travaillant et chantant comme si de rien n'était. Elle vit arriver, vite, vite, un beau carrosse, dont les 6 chevaux trottaient dans l'avenue d'un train merveilleux, monté par 2 petits postillons poudrés et roses, très jolis et si petits qu'on ne voyait de loin que leurs grosses bottes à l'écuyère. Ils portaient de gros bouquets à leurs jabots et les chevaux portaient aussi de gros bouquets sur l'oreille. Ne voyait-il pas que l'écuyer, qui courait en avant des chevaux, s'arrêta précisément devant la porte de monsieur le curé,
où la voiture ou la montagne s'arrêtait aussi, et des liasses s'ouvrirent toutes grandes. Il n'y avait personne dedans. Et comme Pierrette regardait avec de grands yeux, l'écuyer ôta son chapeau très poliment et la pria de vouloir bien monter en carrosse. Ah, vous croyez peut-être que Pierrette fit des façons? Point du tout. Elle avait trop de bon sens pour cela. Elle ôta simplement ses 2 sabots qu'elle laissa sur le pas de la porte, mit ses souliers à boucles d'argent, ploya proprement son ouvrage et monta dans le carrosse en s'appuyant sur le bras du valet de pied, comme si elle eût fait autre chose de sa vie, parce que depuis qu'elle avait changé de robe avec la reine, elle ne doutait plus de rien. Elle m'a dit souvent qu'elle avait eu 2 grandes frayeurs dans la voiture. La première, parce qu'on allait si vite que les arbres de l'avenue de Montreuil lui paraissaient courir comme des fous l'un après l'autre. Et la seconde, parce qu'il lui semblait qu'en s'asseyant sur les coussins blancs du carrosse, elle y laisserait une tache bleue et jaune de la couleur de son jupon. Elle le releva dans ses poches et se tint toute droite au bord du coussin, nullement tourmentée de son aventure, et devinant bien qu'en pareille circonstance, il est bon de faire ce que tout le monde veut, franchement, et sans hésiter. D'après ce sentiment juste de sa position que lui donnait une nature heureuse, douce et disposée au bien et au vrai en toutes choses, elle se laissa parfaitement donner le bras par l'écuyer et conduire à Trianon, dans les appartements dorés, où seulement il eut soin de marcher sur la pointe du pied, par égard pour les parquets de bois de citron et de bois des Indes, qu'elle craignait de rayer avec ses clous. Quand elle entra dans la dernière chambre, elle entendit un petit rire joyeux de voix très douce, et qui la timida bien un peu et lui fit battre le cœur assez vivement. Mais en entrant, elle se trouva rassurée tout de suite. Ce n'était que son amie la reine. Madame de Lamballe était avec elle, mais assise dans une embrasure de fenêtre, établie devant un pupitre de peintre en miniature. Sur le tapis vert du pupitre, un ivoire tout préparé. Près de l'ivoire, des pinceaux, et près des pinceaux, un verre d'eau. Ah, la voilà, dit la reine d'un air de fête, et elle courut lui prendre les 2 mains. Comme elle est fraîche, comme elle est jolie, le joli petit modèle que cela fait pour vous, allons. Ne la manquez pas, madame de Lamballe. Mets-toi là, mon enfant. Et la belle Marie-Antoinette la fit asseoir de force sur une chaise. Pierrette était tout à fait interdite, et sa chaise si haute que ses petits pieds pendaient et se balançaient. Mais voyez donc comme elle se tient bien, continua la reine. Elle ne se fait pas dire 2 fois ce que l'on veut. Je gage qu'elle a de l'esprit. Tiens-toi droite, mon enfant, et écoute-moi. Il va venir 2 messieurs ici. Que tu les connaisses ou non, cela ne fait rien, et cela ne te regarde pas. Tu feras tout ce qu'ils te diront de faire. Je sais que tu chantes, tu chanteras. Et quand ils te diront d'entrer et de sortir, d'aller et venir, tu entreras, tu sortiras, tu iras et tu viendras. Bien exactement, entends-tu? Tout cela, c'est pour ton bien. Madame et moi, nous les aiderons à t'enseigner quelque chose que je sais bien, et nous te demanderons pour nos peines que de poser tous les jours 1 heure devant madame. Cela ne t'affiche pas trop, n'est-ce pas? Pierrette ne répondait qu'en rougissant et en pâlissant à chaque parole. Mais elle était si contente qu'elle aurait voulu embrasser la petite reine comme sa camarade. Comme elle posait, les yeux tournés vers la porte, elle vit entrer 2 hommes, l'un gros et l'autre grand. Comme elle vit le grand, elle ne put s'empêcher de crier « Tiens, mais c'est... » Elle se mordit les doigts pour se faire taire. « Eh bien, comment la trouvez-vous, messieurs » dit la reine. « Me suis-je trompée ?»« N'est-ce pas que c'est Rose même » dit Sedaine. « Il se le note, madame, dit le plus gros des 2, et je saurai si c'est la Rose de Monsigny, comme elle est celle de Sedaine. Voyons, ma petite, répétez cette gamme, dit Grétry, en chantant.
ut, ré, mi, fa, sol. Pierrette le répéta. Elle a une voix divine, madame, dit-il. La reine frappa des mains et sauta. Elle gagnera sa dot, dit-elle. Chapitre 6. Une belle soirée. Ici l'honnête adjudant goûta un peu de son petit verre d'absinthe en nous engageant à l'imiter, et après avoir essuyé sa moustache blanche avec un mouchoir rouge et l'avoir tourné un instant dans ses gros doigts, il poursuivit ainsi. Oh, si je savais faire des surprises, mon lieutenant, comme on en fait dans les livres, et faire attendre la fin d'une histoire en tenant la dragée haute aux auditeurs, et puis la faire goûter du bout des lèvres, et puis la relever, et puis la donner tout entière à manger, je trouverais une manière nouvelle de vous dire la suite de ceci. Mais je vais de fil en aiguille, tout simplement comme a été ma vie de jour en jour, et je vous dirai que depuis le jour où mon pauvre Michel était venu me voir ici à Vincennes et m'avait trouvé dans la position du premier rang, je maigris d'une manière ridicule parce que je n'entendis plus parler de notre petite famille de Montreuil et que je vins à penser que Pierrette m'avait oublié tout à fait. Le régiment d'Auvergne était à Orléans depuis 3 mois et le mal du pays commençait à m'y prendre. Je jaunissais à vue d'œil et je ne pouvais plus soutenir mon fusil. Mes camarades commençaient à me prendre en grand mépris, comme on prend ici toute maladie, vous le savez. Il y en avait qui me dédaignaient parce qu'ils me croyaient très malade, et d'autres parce qu'ils soutenaient que je faisais semblant de l'être. Dans ce dernier cas, il me restait d'autre parti que de mourir pour prouver que je disais vrai, ne pouvant pas me rétablir tout à coup, ni être assez mal pour me coucher. Oh, fâcheuse position. Un jour, un officier de ma compagnie va me trouver et me dit « Mathurin, toi qui sais lire, lis un peu cela. » Et il me conduisit sur la place de Jeanne d'Arc, place qui m'est chère, où je lus une grande affiche de spectacle sur laquelle on avait imprimé ceci. Par ordre. Lundi prochain, représentation extraordinaire d'Irène, pièce nouvelle de M. de Voltaire, et de Rose et Colas par M. Sedaine, musique de M. de Monsigny, au bénéfice de Mademoiselle Colombe, célèbre cantatrice de la comédie italienne, laquelle paraîtra dans la seconde pièce. Sa Majesté la Reine a daigné promettre qu'elle honorerait le spectacle de sa présence. Eh bien, dis-je, mon capitaine, qu'est-ce que cela peut me faire, ça? Bien, tu es un bon sujet, me dit-il, tu es un beau garçon. Je te ferai poudrer, friser pour te donner un peu meilleur air, et tu seras placé en faction à la porte de la loge de la reine. Ce qui fut dit fut fait. L'heure du spectacle venue, me voilà dans le corridor, en grande tenue du régiment d'Auvergne, sur un tapis bleu, au milieu des guirlandes de fleurs en feston qu'on avait disposées partout, et des lys épanouis sur chaque marche des escaliers du théâtre. Le directeur courait de tous côtés avec un air tout joyeux et agité. C'était un petit homme gros et rouge, vêtu d'un habit de soie bleu de ciel, avec un jabot florissant et faisant la roue. Il s'agitait en tous sens et ne cessait de se mettre à la fenêtre en disant « Ah, ceci est la livrée de madame la duchesse de Montmorency. Oh, ceci le coureur de monsieur le duc de Lauzun. Monsieur le prince de Guéméné vient d'arriver. Monsieur de Lormez vient après. Vous avez vu, vous savez. Oh, qu'elle est bonne, la reine, que la reine est bonne. » Il passait, repassait effaré, cherchant Grétry, et le rencontra nez à nez dans le corridor, précisément en face de moi. « Dites-moi, monsieur Guétry, mon cher monsieur Guétry, dites-moi, je vous en supplie, s'il ne m'est pas possible de parler à cette célèbre cantatrice que vous m'amenez. Certainement, il n'est pas permis à un ignare et non lettré comme moi d'élever le plus léger doute sur son talent, mais encore voudrais-je bien apprendre de vous qu'il n'y a pas à craindre que la reine ne soit mécontente. On n'a pas répété. »
répondit Guitry d'un air de persiflage. Oh, il m'est impossible de vous répondre là-dessus, mon cher monsieur. Ce que je puis vous assurer, c'est que vous ne la verrez pas. Une actrice comme celle-là, monsieur, c'est une enfant gâtée. Mais vous la verrez quand elle entrera en scène. D'ailleurs, quand ce serait une autre que mademoiselle Colombe, qu'est-ce que cela vous fait? Comment, monsieur? Moi, directeur du théâtre d'Orléans, n'aurais pas le droit, reprit-il en se gonflant les joues. Bon, aucun droit, mon brave directeur, dit Grétry. Mais comment se fait-il que vous doutiez un moment d'un talent dont Sedaine et moi avons répondu? Poursuivit-il avec plus de sérieux. Je fus bien aise d'entendre ce nom cité avec autorité, et je prêtai plus d'attention. Le directeur, en homme qui savait son métier, voulut profiter de la circonstance. Mais on ne me compte donc pour rien, disait-il. Mais de quoi ai-je l'air? J'ai prêté mon nom au théâtre avec un plaisir infini, trop heureux de voir l'auguste princesse qui... À propos, dit Grétry, vous savez que je suis chargé de vous annoncer que ce soir la reine vous fera remettre une somme égale à la moitié de la recette générale. Le directeur saluait avec une inclination profonde en reculant toujours, ce qui prouvait le plaisir que lui causait cette nouvelle. Fi donc, monsieur, fi donc, je ne parle pas de cela, malgré le respect avec lequel je recevrai cette faveur. Mais vous ne m'avez rien fait d'espérer, qui va de votre génie et... Vous savez aussi qu'il est question de vous pour diriger la comédie italienne à Paris? Ah, monsieur Grétry, mais on ne parle que de votre mérite à la cour. Tout le monde vous y aime beaucoup, et c'est pour cela que la reine a voulu voir votre théâtre. Un directeur est l'âme de tout. De lui vient le génie des auteurs, celui des compositeurs, des acteurs, des décorateurs, des dessinateurs, des allumeurs et même des balayeurs. C'est le principe et la fin de tout. La reine le sait bien. Vous avez triplé vos places, j'espère. Mieux que cela, monsieur Grétry, elles sont à 1 louis. Vous ne pouvez pas manquer de respect à la cour au point de les mettre à moins. En ce moment même, tout retentit d'un grand bruit de chevaux et de grands cris de joie, et la reine entra si vite que j'eus à peine le temps de présenter les armes, ainsi que la sentinelle placée devant moi. De beaux seigneurs parfumés la suivaient, et une jeune femme, que je reconnus pour celle qui l'accompagnait à Montreuil. Le spectacle commença tout de suite. Lequin et 5 autres acteurs de la comédie française étaient venus jouer la tragédie d'Irène, et je m'aperçus que cette tragédie allait toujours son train, parce que la reine parlait et riait tout le temps qu'elle dura. On n'applaudissait pas par respect pour elle, comme c'est l'usage encore, je crois, à la cour. Mais quand vint l'opéra comique, elle ne dit plus rien, et personne ne souffla dans sa loge. Tout d'un coup, j'entendis une grande voix de femme qui s'élevait de la scène et qui me remua les entrailles. Je tremblais et je fus forcé de m'appuyer sur mon fusil. Il n'y avait qu'une voix comme celle-là dans le monde, une voix venant du cœur et résonnant dans la poitrine comme une harpe, une voix de passion. Oh, j'écoutais en appliquant mon oreille contre la porte, et à travers le rideau de gaze de la petite lucarne de la loge, j'entrevis les comédiens et la pièce qu'ils jouaient. Il y avait une petite personne qui chantait. Il était un oiseau gris comme une souris, qui pour loger ses petits fit un petit nid, et disait à son amant, aimez-moi, mon petit roi. Et comme il était assis sur la fenêtre, elle avait peur que son père endormi ne se réveillât et ne vît Colas. Et elle changeait le refrain de sa chanson et elle disait « Oh, remontez vos jambes car on les voit ». J'eus un frisson extraordinaire par tout le corps quand je vis à quel point cette rose ressemblait à Pierrette. C'était sa taille, c'était son même habit, son fourreau rouge et bleu, son jupon blanc, son petit air délibéré et naïf.
sa jambe si bien faite et ses petits souliers à boucles d'argent avec ses bas rouges et bleus. Bon Dieu, me disais-je, oh, comme il faut que ces actrices soient habiles pour prendre ainsi tout de suite l'air des autres. Voilà cette fameuse mademoiselle Colombe, qui loge dans un bel hôtel, qui est venue ici en poste, qui a plusieurs laquais, et qui va dans Paris vêtue comme une duchesse, et elle ressemble autant que cela à Pierrette. Mais on voit bien tout de même que ce n'est pas elle. Ma pauvre Pierrette ne chantait pas si bien, quoique sa voix soit au moins aussi jolie. Je ne pouvais pas cependant cesser de regarder à travers la glace, et j'y restais jusqu'au moment où l'on me poussa brusquement la porte sur le visage. La reine avait trop chaud et voulait que sa loge fût ouverte. J'entendis sa voix, elle parlait vite et haut. Je suis bien contente, le roi s'amusera bien de notre aventure. Monsieur le premier gentilhomme de la chambre peut dire à mademoiselle Colombe qu'elle ne se repentira pas de m'avoir laissé faire les honneurs de son nom. Oh, que cela m'amuse. Ma chère princesse, disait-elle à madame de Lamballe, nous avons attrapé tout le monde ici. Tout ce qui est là fait une bonne action sans s'en douter. Voilà ce que la bonne ville d'Orléans, chantée de la grande cantatrice, et toute la cour qui voudrait l'applaudir. Oui, oui, allez, applaudissons. En même temps, elle donna le signal des applaudissements, et toute la salle, ayant les mains déchaînées, ne laissa plus passer un mot de Rose sans l'applaudir à tout rompre. La charmante reine était ravie. C'est ici, dit-elle à M. de Biron, qu'il y a 3000 amoureux, mais ils le sont de Rose, et non de moi cette fois. La pièce finissait, et les femmes en étaient à jeter leurs bouquets sur Rose. Et le véritable amoureux, où est-il donc dit la reine à M. le duc de Lauzun. Il sortit de la loge et fit signe à mon capitaine qui rôdait dans le corridor. Le tremblement me reprit. Je sentais qu'il allait m'arriver quelque chose, sans oser le prévoir ou le comprendre, ou seulement y penser. Mon capitaine salua profondément et parla bas à M. de Lauzun. La reine me regarda, je m'appuyai sur le mur pour ne pas tomber. On montait l'escalier et je vis Michel Sedaine, suivi de Guétry et du directeur important et sot. Il conduisait Pierrette, la vraie Pierrette, ma Pierrette à moi, ma sœur, ma femme, ma Pierrette de Montreuil. Et le directeur cria de loin « Oh, voici une belle soirée de 18 000 francs !» La reine se retourna et, parlant hors de sa loge d'un air tout à la fois plein de franche gaieté et d'une bienfaisante finesse, elle prit la main de Pierrette. « Viens, mon enfant, dit-elle, il n'y a pas d'autre état qui fasse gagner sa dot en 1 heure de temps sans péché. Je reconduirai demain mon élève à monsieur le curé de Montreuil, qui nous absoudra toutes les deux, j'espère. Il te pardonnera bien d'avoir joué la comédie une fois dans ta vie. C'est le moins que puisse faire une femme honnête. » Ensuite, elle me salua. Me saluer, moi, qui étais plus d'à moitié mort, quelle cruauté. J'espère, dit-elle, que M. Mathurin voudra bien accepter à présent la fortune de Pierrette. Je n'y ajoute rien, elle l'a gagnée elle-même. Chapitre 7. Fin de l'histoire de l'adjudant. Ici le bon adjudant se leva pour prendre le portrait qu'il nous fit passer encore une fois de main en main. La voilà, disait-il, dans le même costume, ce bas-volet et ce mouchoir au cou. La voilà telle que voulut bien la peindre madame la princesse de Lamballe. C'est ta mère, mon enfant, disait-il à la belle personne qu'il avait près de lui sur son genou. Elle ne joua plus la comédie, car elle ne put jamais savoir que ce rôle de Rose écola, enseigné par la reine. Il était ému. Sa vieille moustache blanche tremblait un peu, il y avait une larme au-dessus. Voilà une enfant qui a tué sa pauvre mère en naissant, ajouta-t-il. Il faut bien l'aimer pour lui pardonner cela. Mais enfin, tout nous est pas donné à la fois.
Ça aurait été trop, apparemment, pour moi, puisque la Providence n'a pas voulu. J'ai roulé depuis avec les canons de la République et de l'Empire, et je peux dire que de Marengo à la Moscova, oh, j'ai eu de bien belles affaires. Mais je n'ai pas eu de plus beau jour dans ma vie que celui que je vous ai raconté là. Celui où je suis entré dans la garde royale a été aussi un des meilleurs. J'ai repris avec tant de joie la cocarde blanche que j'avais dans le royaume d'Auvergne. Et aussi, mon lieutenant, je tiens à faire mon devoir, comme vous l'avez vu. Je crois que je mourrais de honte si demain, à l'inspection, il me manquait une garcousse seulement. Et je crois qu'on a pris un baril au dernier exercice à feu pour les cartouches de l'infanterie. J'aurais presque envie d'y aller voir si c'était la défense d'y entrer avec des lumières. Nous le priâmes de se reposer et de rester avec ses enfants, qui le détournèrent de son projet. Et en achevant son petit verre, il nous dit encore quelques traits indifférents de sa vie. Il n'avait pas eu d'avancement parce qu'il avait toujours trop aimé les corps d'élite et s'était trop attaché à son régiment. Canonnier dans la garde des consuls, sergent dans la garde impériale, lui avait toujours paru de plus haut grade qu'officier de la ligne. J'ai vu beaucoup de grognards pareils. Au reste, tout ce qu'un soldat peut avoir de dignité, il l'avait. Fusil d'honneur à capucine d'argent, croix d'honneur pensionnée, et surtout beaux et nobles états de service où la colonne des actions d'éclat était pleine. C'était ce qu'il ne racontait pas. Il était 2 heures du matin. Nous fîmes cesser la veillée en nous levant et en serrant cordialement la main de ce brave homme, et nous le laissâmes heureux des émotions de sa vie qu'il avait renouvelées dans son âme honnête et bonne. Combien de fois, dis-je, ce vieux soldat vaut-il mieux avec sa résignation que nous autres jeunes officiers avec nos ambitions folles? Cela nous donna à penser. Oui, je crois bien, continuai-je en passant le petit pont qui fut levé après nous. Je crois que ce qu'il y a de plus pur dans nos temps, c'est l'âme d'un soldat pareil, scrupuleux sur son honneur, et le croyant souillé par la moindre tâche d'indiscipline ou de négligence, sans ambition, sans vanité, sans luxe, toujours esclave et toujours fier et content de sa servitude, n'ayant de chair dans sa vie qu'un souvenir de reconnaissance. Et croyant que la Providence a des yeux sur lui, me dit Timoléon d'un air profondément frappé, et me quittant pour se retirer chez lui. Chapitre 8. Le réveil. Il y avait 1 heure que je dormais. Il était 4 heures du matin, c'était le 17 août, oh, je ne l'ai pas oublié. Tout à coup mes 2 fenêtres s'ouvrirent à la fois, et toutes leurs vitres cassées tombèrent dans ma chambre avec un petit bruit argentin fort joli à entendre. J'ouvris les yeux, et je vis une fumée blanche qui entrait doucement chez moi, et venait jusqu'à mon lit en formant 1000 couronnes. Je me mis à la considérer avec des regards un peu surpris, et je la reconnus aussi vite à sa couleur qu'à son odeur. Je courus à la fenêtre. Le jour commençait à poindre et éclairait de leur lueur tendre tout ce vieux château immobile et silencieux encore, et qui semblait dans la stupeur du premier coup qu'il venait de recevoir. Je n'y vis rien remuer. Seulement le vieux grenadier, placé sur le rempart et enfermé là au verrou, selon l'usage, se promenait très vite, l'arme au bras, en regardant du côté des cours. Il allait comme un lion dans sa cage. Tout se taisant encore, je commençais à croire qu'un essai d'armes fait dans les fossés avait été cause de cette commotion, lorsqu'une explosion plus violente se fit entendre. Je vis naître en même temps un soleil qui n'était pas celui du ciel et qui se levait sur la dernière tour du côté du bois. Ses rayons étaient rouges et à l'extrémité de chacun d'eux, il y avait un obus qui éclatait. Devant eux, un brouillard de poudre. Cette fois, le donjon, les casernes, les tours, les remparts, les villages et les bois tremblèrent et parurent glisser de gauche à droite et revenir comme un tiroir ouvert et renfermé sur le champ. Je compris en ce moment les tremblements de terre.
Un cliquetis pareil à celui que feraient toutes les porcelaines de Sèvres jetées par la fenêtre me fit parfaitement comprendre que de tous les vitraux de la chapelle, de toutes les glaces du château, de toutes les vitres des casernes et du bourg, il ne restait plus un morceau de verre attaché au mastic. La fumée blanche se dissipa en petites couronnes. La poudre est très bonne quand elle fait des couronnes comme celle-là, me dit Timoléon en entrant tout habillé et armé dans ma chambre. Il me semble, dis-je, que nous sautons. Ne dis pas le contraire, me répondit-il froidement. Il n'y a rien à faire jusqu'à présent. En 3 minutes, je fus comme lui, habillé et armé, et nous regardâmes en silence le silencieux château. Tout d'un coup, 20 tambours battirent la générale. Les murailles sortaient de leur stupeur et de leur impassibilité et appelaient à leur secours. Les bras du pont-levis commencèrent à s'abaisser lentement et descendirent leurs pesantes chaînes sur l'autre bout du fossé. C'était pour faire entrer les officiers et sortir les habitants. Nous courûmes à la herse, elle s'ouvrait pour recevoir les forts et rejeter les faibles. Un singulier spectacle nous frappa. Toutes les femmes se pressaient à la porte et en même temps tous les chevaux de la garnison. Par un juste instinct du danger, ils avaient rompu leur licol à l'écurie ou renversé leurs cavaliers et attendaient, en piaffant, que la campagne leur fût ouverte. Ils couraient par les cours à travers les troupeaux de femmes, hennissant avec épouvante, la crinière hérissée, les narines ouvertes, les yeux rouges, se dressant debout contre les murs, respirant la poudre et cachant dans le sable leurs naseaux brûlés. Une jeune et belle personne, roulée dans les draps de son lit, suivie de sa mère à demi vêtue et portée par un soldat, sortit la première et toute la foule suivit. Dans ce moment, cela me parut une précaution bien inutile. La terre n'était sûre qu'à 6 lieues de là. Nous entrâmes en courant, ainsi que tous les officiers logés dans le bourg. La première chose qui me frappa fut la contenance calme de nos vieux grenadiers de la garde, placés au poste d'entrée. L'arme au pied et appuyé sur cette arme, ils regardaient du côté de la poudrière en connaisseurs, mais sans dire un mot ni quitter l'attitude prescrite, la main sur la bretelle du fusil. Mon ami Ernest d'Harnache les commandait. Il nous salua avec le sourire à la Henri IV qui lui était naturel. Je lui donnai la main. Il ne devait perdre la vie que dans la dernière Vendée, où il vient de mourir noblement. Tous ceux que je nomme dans ces souvenirs encore récents sont déjà morts. En courant, je heurtai quelque chose qui faillit me faire tomber. C'était un pied humain. Je ne pus m'empêcher de m'arrêter à le regarder. « Voilà comme votre pied sera tout à l'heure, me dit un officier en passant et en riant de tout son cœur. Rien n'indiquait que ce pied eût jamais été chaussé. Il était comme embaumé et conservé à la manière des momies. Brisé à 2 pouces au-dessus de la cheville, comme les pieds de statues en étude dans les ateliers, poli, veiné comme du marbre noir et n'ayant de rose que les ongles. Je n'avais pas le temps de le dessiner. Je continuai ma course jusqu'à la dernière cour devant les casernes. Là, nous attendaient nos soldats. Dans leur première surprise, ils avaient cru le château attaqué. Ils s'étaient jetés du lit au râtelier d'armes et s'étaient réunis dans la cour, la plupart en chemise avec leurs fusils au bras. Presque tous avaient les pieds ensanglantés et coupés par le ver brisé. Ils restaient muets et sans action devant un ennemi qui n'était pas un homme, et virent avec joie arriver leurs officiers. Pour nous, ce fut au cratère même du volcan que nous courûmes. Il fumait encore et une 3e éruption était imminente. La petite tour de la poudrière était éventrée, et par ses flancs ouverts, on voyait une lente fumée s'élever en tournant. Toute la poudre de la tourelle était-elle brûlée, et en restait-il assez pour nous enlever tous?
C'était la question. Mais il y en avait une autre qui n'était pas incertaine, c'est que tous les caissons de l'artillerie, chargés et entr'ouverts dans la cour voisine, sauteraient si une étincelle y arrivait, et que le donjon, renfermant 400 milliers de poudre à canon, Vincennes, son bois, sa ville, sa campagne et une partie du faubourg Saint-Antoine, devaient faire jaillir ensemble les pierres, les branches, la terre, les toits et les têtes humaines les mieux attachées. Le meilleur auxiliaire que puisse trouver la discipline, c'est le danger. Quand tous sont exposés, chacun se tait et se cramponne au premier homme qui donne un ordre ou un exemple salutaire. Et le premier qui se jeta sur les caissons fut Timoléon. Son air sérieux et contenu n'abandonnait pas son visage, mais avec une agilité qui me surprit, il se précipita sur une roue près de s'enflammer. À défaut d'eau, il l'éteignit en écoutant avec son habit ses mains sa poitrine qui y appuyait. On le crut d'abord perdu, mais en l'aidant, nous trouvâmes la roue noircie et éteinte, son habit brûlé, sa main gauche un peu poudrée de noir, du reste toute sa personne intacte et tranquille. En un moment, tous les caissons furent arrachés de la cour dangereuse et conduits hors du fort dans la plaine du Polygone. Chaque canonnier, chaque soldat, chaque officier s'attelait, tirait, roulait, poussait les redoutables chariots des mains, des pieds, des épaules et du front. Les pompes inondèrent la petite poudrière par la noire ouverture de sa poitrine. Elle était fendue de tous les côtés. Elle se balança 2 fois en avant et en arrière, puis ouvrit ses flancs comme l'écorce d'un grand arbre, et, tombant dans la renverse, découvrit une sorte de four noir et fumant où rien n'avait forme reconnaissable, où toute arme, tout projectile était réduit en poussière rougeâtre et grise, délayée dans une eau bouillante. Sorte de lave où le sang, le fer et le feu s'étaient confondus en mortier vivant, et qui s'écroula dans les cours en brûlant l'herbe sur son passage. C'était la fin du danger. Restait à se reconnaître et à se compter. On a dû entendre cela de Paris, me dit Timoléon en me serrant la main. Je vais lui écrire pour la rassurer, il n'y a plus rien à faire ici. Il ne parla plus à personne et retourna dans notre petite maison blanche aux volets verts, comme s'il fût revenu de la chasse. Chapitre 9. Un dessin au crayon. Quand les périls sont passés, on les mesure et on les trouve grands. On s'étonne de sa fortune, on pâlit de la peur qu'on aurait pu avoir, on s'applaudit de s'être laissé surprendre à aucune faiblesse, et l'on sent une sorte d'effroi réfléchi et calculé auquel on n'avait pas songé dans l'action. La poudre fait des prodiges incalculables comme ceux de la foudre. L'explosion avait fait des miracles, non pas de force, mais d'adresse. Elle paraissait avoir mesuré ses coups et choisi son but. Elle avait joué avec nous. Elle nous avait dit « Oh, j'enlèverai celui-ci, mais non ceux-là qui sont auprès. » Elle avait arraché de terre une arcade de pierre de taille et l'avait envoyée tout entière avec sa forme sur le gazon, dans les champs, se coucher comme une ruine noircie par le temps. Elle avait enfoncé 3 bombes à 6 pieds sous terre, broyé des pavés sous des boulets, brisé un canon de bronze par le milieu, jeté dans toutes les chambres, toutes les fenêtres et toutes les portes, enlevé surtout les toits, les volets de la grande poudrière, sans un grain de sa poudre. Elle avait roulé 10 grosses bornes de pierre, comme les pions d'un échiquier renversé. Elle avait cassé les chaînes de fer qui les liaient, comme on casse des fils de soie, et en avait tordu les anneaux, comme on tord le chanvre. Elle avait labouré sa cour avec les affûts brisés et incrusté dans les pierres les pyramides de boulets, et sous le canon le plus prochain de la poudrière détruite, elle avait laissé vivre la poule blanche que nous avions remarquée la veille. Quand cette poule sortit paisiblement avec ses petits, les cris de joie de nos bons soldats l'accueillirent comme une ancienne amie, et ils se mirent à la caresser avec l'insouciance des enfants.
Elle tournait en coquetant, en rassemblant ses petits, et portant toujours son aigrette rouge et son collier d'argent. Elle avait l'air d'attendre le maître qui lui donnait à manger, et courait tout affarée entre nos jambes, entourée de ses poussins. En la suivant, nous arrivâmes à quelque chose d'horrible. Au pied de la chapelle étaient couchées la tête et la poitrine du pauvre adjudant, sans corps et sans bras. Le pied que j'avais heurté avec mon pied en arrivant, c'était le sien. Ce malheureux, sans doute, n'avait pas résisté au désir de visiter encore ses barils de poudre et de compter ses obus, et soit le fer de ses bottes, soit un caillou roulé, quelque mouvement avait tout enflammé. Comme la pierre d'une fronde, sa tête avait été lancée avec sa poitrine sur le mur de l'église à 60 pieds d'élévation, et la poudre dont ce buste effroyable était imprégné avait gravé sa forme en traits durables sur la muraille au pied de laquelle il retomba. Nous le contemplâmes longtemps, et personne ne dit un mot de commisération. Peut-être parce que le plaindre eût été se plaindre, se prendre soi-même en pitié pour avoir couru le même danger. Le chirurgien-major seulement dit « Oh, il n'a pas souffert ». Pour moi, il me semble qu'il souffrait encore. Mais malgré cela, moitié par une curiosité invincible, moitié par bravade d'officier, je le dessinais. Les choses se passent ainsi dans une société d'où la sensibilité est retranchée. C'est un des côtés mauvais du métier des armes que cet excès de force où l'on prétend toujours guinder son caractère. On s'exerce à durcir son cœur, on se cache de la pitié de peur qu'elle ne ressemble à la faiblesse, on se fait effort pour dissimuler le sentiment divin de la compassion, sans songer qu'à force d'enfermer un bon sentiment, on étouffe le prisonnier. Je me sentis en ce moment très haïssable. Mon jeune cœur était gonflé du chagrin de cette mort, et je continuais pourtant, avec une tranquillité obstinée, le dessin que j'ai conservé, et qui tantôt m'a donné des remords de l'avoir fait, et tantôt m'a rappelé le récit que je viens d'écrire, et la vie modeste de ce brave soldat. Cette noble tête n'était plus qu'un objet d'horreur, une sorte de tête de méduse. Sa couleur était celle du marbre noir. Les cheveux hérissés, les sourcils relevés vers le haut du front, les yeux fermés, la bouche béante comme jetant un cri. On voyait, sculpté sur ce buste noir, l'épouvante des flammes subitement sorties de terre. On sentait qu'il avait eu le temps de cet effort aussi rapide que la poudre, et peut-être le temps d'une incalculable souffrance. A-t-il eu le temps de penser à la Providence me dit la voix paisible de Timoléon d'Arc, qui par-dessus mon épaule me regardait dessiner avec un lorgnon. En même temps, un joyeux soldat, frais, rose et blond, se baissa pour prendre à ce tronc enfumé sa cravate de soie noire. « Elle est encore bien bonne, dit-il. » C'était un honnête garçon de ma compagnie, nommé Muguet, qui avait 2 chevrons sur le bras, point de scrupules ni de mélancolie, et au demeurant le meilleur fils du monde. Cela rompit nos idées. Un grand fracas de chevaux nous vint enfin distraire. C'était le roi. Louis XVIII venait en calèche remercier sa garde de lui avoir conservé ses vieux soldats et son vieux château. Il considéra longtemps l'étrange lithographie de la muraille. Toutes les troupes étaient en bataille. Il éleva sa voix forte et claire pour demander au chef de bataillon quels officiers ou quels soldats s'étaient distingués. « Tout le monde a fait son devoir, sire, répondit simplement M. de Fontanges, le plus chevaleresque et le plus aimable officier que j'ai connu. L'homme du monde qui m'a le mieux donné l'idée de ce que pouvaient être dans leur manière le duc de Lauzun et le chevalier de Gramont.
Là-dessus, au lieu d'une croix d'honneur, le roi ne tira de sa calèche que des rouleaux d'or qu'il donna à distribuer pour les soldats, et, traversant Vincennes, sortit par la porte du bois. Les rangs étaient rompus, l'explosion oubliée. Personne ne songea à être mécontent et ne crut avoir mieux mérité qu'un autre. Au fait, c'était un équipage sauvant son navire pour se sauver lui-même, voilà tout. Cependant, j'ai vu depuis de moindres bravoures se faire mieux valoir. Je pensais à la famille du pauvre adjudant, mais j'y pensais seul. En général, quand les princes passent quelque part, ils passent trop vite.